J'avais 12 ans quand j'ai vu ma mère mourir d'une maladie qui ne coûtait que 60 reais à traiter. 60 reais que nous n'avions pas. Cette nuit-là, agenouillé aux côtés du lit vide à l'hôpital public, j'ai promis que je ne serais plus jamais invisible. Que je ne laisserais plus jamais l'argent décider si je méritais de vivre ou de disparaître. 10 ans plus tard, je nettoyais les toilettes de la famille la plus riche de la ville, portant un uniforme qui sentait le désinfectant bon marché, me levant à 4 heures du matin pour prendre 3 bus jusqu'au manoir où mon existence comptait moins que les vases en porcelaine chinoise éparpillés dans le salon. Mon nom complet n'a jamais été prononcé dans cette maison. J'étais simplement la fille ou Toila. 3 ans à travailler sous le même toit et la patronne détournait encore le regard quand je passais, comme si ma présence salissait la climatisation importée. Le patron, un entrepreneur dirigeant une corporation internationale, ne savait même pas que j'existais. Pour lui, les serviettes se pliaient toutes seules, le café apparaissait magiquement sur la table et les sols brillaient par œuvre divine. Mais il ne connaissait pas mon secret. Chaque nuit, après que la maison s'endormait dans ses draps d'égyptiens de 1000 fils, je m'enfermais dans le petit local des domestiques avec des livres d'occasion que j'achetais pour quelques pièces au marché. Pendant que la ville dormait, je dévorais les langues comme on cherche de l'eau dans le désert. L'anglais fut le premier, puis l'espagnol, le français, l'italien. Chaque nouveau mot était une brique sur le pont que je construisais pour sortir de ce trou. Le mandarin est venu quand j'ai trouvé un dictionnaire abandonné dans la poubelle de la bibliothèque. L'arabe fut le plus difficile, mais aussi le plus beau, avec ses courbes qui semblaient de la poésie visuelle. Personne n'aurait jamais soupçonné que la domestique qui frottait le sol maîtrisait 6 langues couramment. Pourquoi le soupçonnerait-il? Les gens comme moi n'existent pas pour avoir des talents, seulement pour servir en silence. Ce mardi a commencé comme tous les autres. Je me suis réveillé dans le noir, j'ai préparé le petit déjeuner, j'ai organisé la table du bureau où devait avoir lieu une réunion importante. J'ai entendu des bribes de conversation en rangeant les tasses. Un investisseur étranger venait conclure un contrat gigantesque. Le directeur commercial, un homme arrogant qui traitait tous ceux en dessous de lui comme des déchets, était visiblement nerveux. Quelque chose à propos d'un interprète qui avait confirmé sa présence. À 9 heures, la sonnette a retenti. Un monsieur en costume impeccable est entré, accompagné de ses assistants. Peau brune, yeux foncés, bague dorée à la main droite. Il a salué le patron en portugais avec un accent marqué. La réunion a commencé dans la salle principale, porte fermée, et j'ai poursuivi ma routine invisible, nettoyant le couloir adjacent. 15 minutes plus tard, la porte s'est brusquement ouverte. Le directeur commercial est sorti, le visage rouge, téléphone collé à l'oreille, voix altérée. L'interprète ne viendrait pas trafic, accident, excuse vide. Dans la salle, j'ai entendu l'investisseur étranger parler d'un ton impatient. Ce n'était pas anglais. Ce n'était pas espagnol. C'était de l'arabe. Mon cœur s'est accéléré. J'ai continué à passer le chiffon au même endroit, oreilles attentives. Le patron essayait d'apaiser la situation en anglais basique, mais l'investisseur répondait de plus en plus irrité en arabe, perdant clairement patience. Le directeur commercial est revenu dans la salle, en sueur, tentant de sauver la réunion avec des gestes exagérés et des sourires faux qui ne trompaient personne. C'est alors que j'ai entendu la phrase qui allait tout changer. L'investisseur s'est levé de sa chaise, a pris le dossier exécutif et a dit en arabe, d'une voix chargée de mépris, « Vous êtes des amateurs incompétents. Je vais conclure l'affaire avec vos concurrents. » Le directeur commercial, ne comprenant pas un mot, continuait de sourire comme un idiot. Le patron réalisait qu'il perdait des millions, mais ne comprenait pas la langue. Le désespoir flottait dans l'air comme de la fumée toxique. Et alors le directeur, dans un acte d'arrogance suprême mêlé de désespoir, m'a vu dans le couloir. Son visage s'est illuminé d'une idée cruelle. Il est sorti de la salle, s'est approché de moi avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux, et a dit assez fort pour que tout le monde entende. « Toi là, la domestique, entre ici. Si vous aimez cette histoire, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer ce qui se passe quand il découvre ce que je sais vraiment faire. » Je suis entré dans la salle de réunion avec la serpillière encore dans les mains, sentant le poids de tous les regards sur mon uniforme usé. Le directeur commercial était appuyé contre la table en acajou, les bras croisés, ce sourire méchant que je connaissais bien. C'était le même sourire qu'il utilisait quand il humiliava des stagiaires en réunion ou criait sur les agents de sécurité pour avoir mal respiré, près de lui. « Tu connais ce jeu de devinette ?» dit-il en se tournant vers le patron et l'investisseur étranger. Je parie que même la femme de ménage comprend mieux que ce monsieur ce que nous proposons. Des rires nerveux résonnèrent. Mon estomac se retourna. L'investisseur me regarda de haut en bas, les sourcils froncés, clairement offensé d'avoir été comparé à une domestique. Il dit quelque chose de court en arabe qui sonnait comme un crachat verbal.
Le directeur commercial continua de sourire, sans avoir la moindre idée qu'il venait d'être traité de clown ignorant. « Regarde ça », poursuivit le directeur, s'approchant de moi comme un prédateur qui tourne autour de sa proie. « Ce monsieur ici est très en colère, parlant dans sa drôle de langue. Toi, qui passes tes journées à nous écouter, tu as bien dû capter quelque chose, non ?» Il ricana. « Je parie que tu ne sais même pas différencier l'arabe du chinois, mais ça va être drôle. » Le patron semblait mal à l'aise, mais n'intervint pas. Les autres cadres présents baissaient les yeux, honteux mais silencieux. Personne ne confrontait jamais le directeur commercial. C'était l'homme qui avait triplé les ventes en 2 ans, le protégé, l'intouchable. Il pouvait humilier qui il voulait. « On va faire comme ça, » continua-t-il, maintenant en me parlant directement, sa voix dégoulinant de venin déguisé en plaisanterie. « Si tu arrives à me dire ce que ce monsieur est en train de se plaindre, je te donne mon poste. Directrice commerciale. Toi. » Il éclata de rire. « Imagine la femme de ménage assise sur ce fauteuil en cuir, gagnant mon salaire. Ce serait la chose la plus ridicule du monde. » Les autres cadres rirent, mais c'était un rire inconfortable, forcé. L'investisseur étranger ne comprenait pas le portugais couramment, mais il percevait la cruauté dans le ton. Son visage se durcit encore plus. Quelque chose en moi s'est fissuré. Ce n'était pas de la colère. C'était quelque chose de plus froid, de plus calculé. Pendant des années, j'avais avalé des humiliations en silence parce que j'avais besoin de ce travail. Parce que les gens comme moi n'avaient pas le luxe de réagir. Mais à ce moment-là, sous tous ces regards, une étrange clarté a envahi mes pensées. Je pouvais sauver cette réunion. Je pouvais sauver le contrat de millions qui était en train de s'effondrer. Mais plus important encore, je pouvais faire ravaler à cet homme arrogant chaque mot de mépris qu'il avait craché dans ma direction. « Il a dit que vous êtes des amateurs incompétents », répondis-je en portugais clair, en regardant directement dans les yeux du directeur commercial. « Et qu'il va conclure l'affaire avec vos concurrents parce que votre entreprise ne mérite pas son argent. » Le silence qui tomba sur la salle fut absolu. Le directeur commercial cligna plusieurs fois des yeux, son sourire se figeant sur son visage comme de la cire fondant à l'envers. Le patron se leva de sa chaise si rapidement qu'elle faillit basculer. « Tu comprends l'arabe ?» demanda le patron, la voix tremblante de choc. Avant que je ne puisse répondre, l'investisseur étranger se leva aussi. Il me fixa intensément, puis dit quelque chose de rapide en arabe, pour me tester. Les mots coulaient de lui comme un fleuve puissant, complexe, plein de termes techniques sur les investissements et les pourcentages de profit. Sans hésiter, je répondis dans la même langue, traduisant exactement ce qu'il avait dit. J'expliquai en arabe courant que je comprenais parfaitement ses préoccupations, que l'entreprise avait effectivement montré de l'impréparation, mais que le projet en lui-même avait du mérite s'il était exécuté par des personnes compétentes. La mâchoire de l'investisseur tomba. Littéralement. Il fit 2 pas vers moi, les yeux écarquillés, puis fit quelque chose que personne n'attendait. Il sourit. Un sourire sincère, admiratif. « Où avez-vous appris ma langue ?» demanda-t-il en arabe, maintenant d'une voix douce et curieuse. « Toute seule », répondis-je aussi en arabe. « Dans les livres. La nuit. Quand personne ne regardait. » Il hocha lentement la tête, comme s'il se trouvait enfin face à quelqu'un qui valait la peine d'être rencontré dans cette salle. Puis il se tourna vers le patron et dit en portugais avec un fort accent, « Cette femme a plus de valeur que tous ces hommes en costume ici. » Le directeur commercial devint pâle. Ses mains tremblaient visiblement. Il ouvrit la bouche pour parler, mais aucun son n'en sortit. Pour la première fois depuis des années, cet homme qui humiliait tout le monde autour de lui était complètement sans voix, sans contrôle, sans pouvoir. Et je n'avais même pas encore commencé. Le patron me demanda de m'asseoir à la table. Pas comme une domestique, mais comme une participante. Il écarta l'une des chaises en cuir, celle que je nettoyais chaque semaine sans jamais imaginer qu'un jour je l'occuperais. Je m'assis les mains sales de produits de nettoyage, tenant encore le chiffon que j'avais utilisé quelques minutes plus tôt, tandis que des hommes en costume ajustaient leurs cravates inconfortables autour de moi. Le directeur commercial resta debout, appuyé contre le mur, le visage rouge, la mâchoire crispée. Il me fusillait du regard, mais ne disait rien. Pour la première fois, son silence était assourdissant. « Expliquez-lui tout », m'ordonna le patron en désignant l'investisseur. « Chaque détail du projet. Montrez que cette entreprise mérite sa confiance. » Durant les 40 minutes suivantes, je fis quelque chose que je n'aurais jamais imaginé faire. Je traduisis simultanément toute la présentation du projet. Chaque graphique, chaque projection financière, chaque avantage stratégique. Mais je ne me contentais pas de traduire, j'améliorais. En parlant en arabe courant, je remarquais des erreurs grossières dans la présentation originale. Des chiffres qui ne correspondaient pas.
Des promesses impossibles à tenir. Le directeur commercial avait préparé un matériel plein de failles, misant sur le fait que personne ne vérifierait les détails. Je corrigeais discrètement chaque faute en traduisant. J'ajustais les pourcentages pour refléter la réalité. Je reformulais les propositions pour les rendre réalisables. L'investisseur, qui avait commencé la réunion prêt à partir, se penchait maintenant en avant, posant des questions techniques complexes auxquelles je répondais sans hésiter. « Comment savez-vous tout ça ?» me demanda-t-il en arabe, réellement impressionné. « Vous avez étudié la gestion? L'économie? » « Non, répondis-je. Mais je nettoie ce bureau depuis 3 ans. J'organise les documents. Je vois les rapports sur la table. J'écoute les conversations. Et je lis tout ce que je trouve quand personne ne regarde. Je marquai une pause. Les personnes invisibles voient des choses que les visibles ne remarquent jamais. Il sourit à nouveau, cette fois avec un profond respect dans les yeux. Vous êtes une bibliothécaire cachée dans un uniforme de domestique. La réunion qui était vouée à l'échec se transforma en succès. L'investisseur accepta l'affaire, mais posa une exigence. Je veux qu'elle participe aux prochaines négociations. Cette femme comprend ma langue et comprend les affaires. Je ne vous fais plus confiance sans elle présente. Le patron accepta immédiatement, encore sous le choc. Les autres cadres échangèrent des regards mal à l'aise. Le directeur commercial quitta la salle sans dire un mot, claquant la porte avec une telle force que les tableaux sur les murs tremblèrent. Quand l'investisseur partit enfin, après m'avoir serré la main fermement et m'avoir appelé la personne la plus impressionnante que j'ai rencontrée dans ce pays, le patron me demanda de rester. Les autres cadres sortirent en silence, ne laissant que nous deux dans la grande salle. « Combien de langues parlez-vous » demanda-t-il, encore incrédule. « 6. Couramment. Où avez-vous étudié ? Toute seule. Des livres d'occasion. Des vidéos gratuites sur Internet, quand je pouvais utiliser l'ordinateur de la bibliothèque publique. Des vieux dictionnaires. » Il se passa la main sur le visage, comme s'il essayait de se réveiller d'un étrange rêve. « Pendant 3 ans, vous avez travaillé ici, à nettoyer, à cuisiner, et je ne l'ai jamais su. »« Personne n'a jamais demandé, » répondis-je simplement. « Et les personnes comme moi n'existent pas pour avoir des compétences. Nous existons pour être utiles et silencieuses. »« Ça se termine aujourd'hui, » déclara-t-il d'une voix ferme. « Je dois réfléchir à ce que je vais faire de cette situation. » Il regarda la porte par laquelle le directeur commercial était sorti. « Et je dois aussi m'occuper d'autres questions. » Je retournai dans le petit local des domestiques ce soir-là, la tête tournant. Je m'allongeai sur le lit étroit, regardant le plafond fissuré, et pour la première fois depuis des années, je ressentis quelque chose de différent. Ce n'était pas exactement de l'espoir. C'était de la possibilité. Une porte dont je ne soupçonnais même pas l'existence venait de s'ouvrir devant moi. Mais je n'étais pas naïve non plus. Je savais que des hommes puissants comme le directeur commercial n'acceptent pas l'humiliation passivement. Je savais que ce qui s'était passé dans cette salle avait créé un ennemi dangereux. Il avait des connexions, de l'influence, l'orgueil blessé. Et l'orgueil blessé est un carburant pour la vengeance. J'essayais de dormir, mais le sommeil ne vint pas. Je pensais à ma mère, sur ce lit d'hôpital, aux 60 reais qui avaient séparé la vie de la mort. Je pensais à toutes ces nuits passées à étudier, à tous ces jours où j'avais été traité comme un meuble, à toutes les fois où j'avais avalé des humiliations parce que je devais survivre. Peut-être, juste peut-être, que c'était le moment où survivre se transformait en vivre vraiment. Où l'invisible serait enfin vu. Où la promesse que j'avais faite à 12 ans, agenouillé dans cet hôpital, commencerait à se réaliser. Mais d'abord, il me faudrait affronter la tempête qui approchait. Le lendemain matin, j'ai été appelé au bureau principal à 8 heures. Je suis arrivé en m'attendant à plus de questions, peut-être une discussion sur mon avenir dans l'entreprise. Ce que j'ai trouvé, c'était une salle remplie de cadres, le département juridique et le directeur commercial assis à la tête de la table avec une expression triomphante. Mon estomac est tombé. « Asseyez-vous » dit le patron, voix froide, distante, complètement différente du ton respectueux de la veille. Je m'assis, confuse, tandis que le directeur commercial ouvrait un dossier rempli de documents. « Nous avons mené une enquête pendant la nuit », commença le directeur, voix trop calme, trop contrôlée. « À propos de vous. Votre dossier. Votre passé. » Il étala des papiers sur la table. Et nous avons découvert des choses très intéressantes. Mon cœur battait si fort que je pouvais l'entendre dans mes oreilles. Qu'avait-il découvert? Il n'y avait rien dans mon passé à part pauvreté et lutte. Vous avez été renvoyé de votre emploi précédent, continua-t-il, en pointant un document. Un grand magasin. Accusation de vol. C'est faux, répondis-je, la voix tremblante.
Je n'ai jamais rien volé de ma vie. Il y a des preuves ici. Des témoins. Un responsable qui a signé une déclaration. Il sourit, ce sourire venimeux. Et encore plus intéressant, vous êtes entré dans cette maison avec un CV falsifié. Des références inexistantes. Des documents frauduleux. Je n'ai rien falsifié. Ces références étaient réelles. Nous avons appelé les numéros. Ils n'existent pas, il se renfonça dans sa chaise, les bras croisés. Vous avez menti pour obtenir ce travail. C'est un crime. Et étant donné que vous avez eu accès à des informations confidentielles de l'entreprise pendant 3 ans, eh bien, il fit une pause dramatique. L'espionnage industriel est une accusation très grave. Le sol s'effondra sous mes pieds. Il avait tout fabriqué. Chaque document, chaque témoin, chaque accusation. C'était une vengeance pure, exécutée avec précision chirurgicale par un homme qui avait l'argent et les contacts nécessaires pour détruire quiconque l'avait humilié. Vous avez 2 options, poursuivit le directeur. Admettez que vous avez falsifié des documents, signez une confession et partez discrètement. Ou nous portons cela à la police, et vous répondez pénalement. J'imagine que vous ne voulez pas passer des années en prison pour quelque chose d'aussi évitable. Des larmes me brûlèrent les yeux, mais je refusai de les laisser tomber. Je regardai le patron, cherchant une trace de l'homme qui m'avait traité avec respect la veille. Il détournait le regard, clairement mal à l'aise, mais ne disait rien. Les autres cadres examinaient leurs ongles, le plafond, n'importe quoi sauf mon visage. Personne ne viendrait me défendre. Une fois de plus, j'étais seul. C'est alors que la porte du bureau s'ouvrit. L'investisseur étranger entra, accompagné de 2 avocats et d'une femme élégante tenant une tablette. Tous se levèrent automatiquement, surpris par sa présence. « Asseyez-vous » ordonna l'investisseur en portugais, accent toujours marqué mais voix absolument autoritaire. Tous. « Monsieur, c'est une affaire interne » commença le directeur commercial, mais l'investisseur leva la main, le faisant taire instantanément. « Hier soir, » dit l'investisseur, marchant lentement autour de la table, « j'ai demandé à mon équipe d'enquêter plus profondément sur cette entreprise. Je voulais savoir avec qui je faisais réellement affaire. » Il s'arrêta derrière la chaise du directeur commercial. Et nous avons découvert des choses fascinantes. La femme avec la tablette commença à projeter des documents sur le mur. Tableur. Email. Virement bancaire. Au cours des 18 derniers mois, continua l'investisseur, quelqu'un dans cette entreprise a détourné 4 millions avec de fausses commissions. Créé des fournisseurs fantômes. Surfacturé des contrats. Il posa la main sur l'épaule du directeur commercial, devenu blanc comme un linge. Et cette personne est assise juste ici. Le silence était funèbre. Le patron se leva, les yeux fixés sur les projections, le visage transformé en masque de pure fureur. « Toi, » dit le patron au directeur, voix basse et dangereuse. « Tu m'as volé pendant des années. »« Je peux expliquer, » balbutia le directeur, « ce sont des erreurs comptables, des malentendus. »« Appelez la sécurité, » ordonna le patron. « Et la police. » 2 agents de sécurité entrèrent et attrapèrent le directeur commercial par les bras. Il se débattit, cria des menaces, promit des procès, mais fut traîné dehors pendant que ces mots résonnaient dans le couloir. L'investisseur se tourna alors vers moi. « J'ai enquêté sur vous aussi. Votre passé est propre. » Ces accusations ont été plantées hier soir par lui, utilisant des contacts corrompus. Il fit une pause. « Vous avez sauvé un contrat de 80 millions de dollars. Vous avez fait preuve d'intégrité, d'intelligence et de courage. » Le patron s'approcha de moi, les mains tremblantes. « Pardonnez-moi, » dit-il, la voix brisée. « J'aurais dû vous faire confiance. »« Et maintenant vous allez lui faire confiance, » déclara l'investisseur. « Car ma condition pour conclure cette affaire est simple. Elle prend la direction commerciale internationale. » Immédiatement. 6 mois plus tard, j'étais assise au 23e étage de l'immeuble corporatif, plus comme une domestique, mais comme directrice commerciale internationale. Mon bureau offrait une vue sur toute la ville. Cette même ville qui m'avait englouti pendant des années, qui m'avait rejeté dans les périphéries, qui m'avait rendu invisible. Maintenant, je voyais tout d'en haut, non par arrogance, mais parce que je le méritais. L'affaire avec l'investisseur étranger ne s'était pas seulement conclue, elle s'était multipliée. Il m'a présenté à d'autres entrepreneurs arabes, européens, asiatiques. Ma maîtrise de 6 langues, autrefois secret gardé durant les nuits, ouvrait maintenant des portes dont je n'avais même pas conscience. J'ai conclu des contrats en mandarin avec des entreprises chinoises. Négocié des partenariats en français avec des sociétés européennes. Chaque réunion, chaque succès, était une vengeance silencieuse contre tous ceux qui m'avaient traité comme rien. Mais l'argent,
aussi transformateur soit-il sur le plan matériel, n'était pas ce qui importait le plus. J'ai acheté une maison pour moi, simple mais mienne. J'ai remboursé toutes les dettes accumulées depuis la mort de ma mère. J'ai mis de côté assez pour ne plus jamais dépendre de personne. Pourtant, le vrai changement est survenu quand j'ai regardé autour de moi et vu combien de personnes étaient encore là où j'avais été. J'ai créé un projet que j'ai appelé « Voix invisible ». Chaque semaine, je me rendais dans les périphéries, dans les communautés oubliées, et j'enseignais les langues gratuitement. Je n'enseignais pas seulement des mots, mais je montrais que le savoir est la seule chose que personne ne peut vous voler. Que peu importe où vous êtes né ou combien d'argent vos parents possédaient, votre esprit est un territoire libre, expansible, conquérable. Les jeunes qui travaillaient dans des emplois précaires venaient après le travail, épuisés, mais avec des yeux brillants d'espoir. Les mères qui nettoyaient des maisons le jour étudiaient la nuit, rêvant d'un avenir différent pour leurs enfants. Les hommes que la société avait déjà rejetés découvraient qu'ils avaient encore de la valeur, qu'ils pouvaient encore apprendre, grandir, se transformer. En un an, 17 personnes de mon projet ont obtenu de meilleurs emplois grâce aux langues qu'elles avaient apprises. 3 ont été embauchées par des entreprises internationales. Une jeune fille de 19 ans, qui travaillait comme caissière de supermarché, est devenue traductrice freelance et a triplé ses revenus. Chaque histoire était un carburant qui me faisait continuer. Le patron, que désormais j'appelais par son nom et traitais comme un partenaire, m'a demandé un jour pourquoi je consacrais autant de temps au projet, alors que je pourrais me reposer ou profiter de mon nouveau statut. « Parce que pendant des années j'ai été invisible », répondis-je. Et les personnes invisibles développent un super pouvoir. Elles peuvent voir d'autres personnes invisibles. Je les vois. Toutes. Et je ne peux pas faire semblant de ne pas les voir. Il hocha la tête, silencieux, et la semaine suivante, l'entreprise annonça qu'elle sponsoriserait officiellement le projet en l'étendant à d'autres villes. Ce qui avait commencé comme des cours improvisés dans des centres communautaires se transforma en programmes structurés, avec des supports, des enseignants volontaires, des partenariats avec des universités. Le directeur commercial qui avait tenté de me détruire fut condamné à 6 ans de prison pour détournement d'argent et fraude. J'appris qu'il avait tout perdu, maison, voiture, réputation, famille. Une partie de moi ressentit de la pitié. Pas parce qu'il méritait la pitié, mais parce que je compris que les hommes comme lui passent leur vie à construire des empires d'arrogance sur des fondations d'insécurité. Quand quelqu'un défie cette illusion de supériorité, tout s'effondre. Il a choisi d'humilier. Il a choisi d'opprimer. Il a choisi d'utiliser le pouvoir pour détruire. Et ces choix ont des conséquences. J'ai choisi autrement. J'ai choisi d'étudier quand j'étais épuisé. J'ai choisi de grandir quand on me poussait vers le bas. J'ai choisi d'utiliser mon ascension pour élever les autres, pas pour écraser ceux qui étaient restés derrière. La nuit où j'ai fêté mon premier anniversaire en tant que directrice, je suis retourné dans ce manoir où j'avais travaillé comme domestique. Pas pour le visiter comme une propriété, mais parce que l'entreprise l'avait transformé en siège du projet « Voix invisible ». J'ai marché dans les couloirs que j'avais nettoyés 1000 fois, suis entré dans le petit local où j'avais dormi et étudié durant les nuits, et j'ai ressenti quelque chose de profond. Gratitude. Pas pour l'humiliation, pas pour la souffrance, mais parce que chaque obstacle m'avait forcé à creuser plus profondément, à trouver une force dont je ne savais même pas que je possédais. Ma mère est morte parce que 60 reais était impossible à obtenir. Aujourd'hui, 60 reais n'achètent même pas un repas décent. Mais la leçon qu'elle m'a laissée, même sans le vouloir, fut la plus précieuse. Le savoir ne coûte pas d'argent. Il coûte de la discipline, de la détermination et la volonté de rester invisible jusqu'au moment opportun pour être vu. Et quand ce moment arrive, vous ne brillez pas seulement. Vous éclairez le chemin pour d'autres qui sont encore dans l'obscurité. Si cette histoire vous a touché, abonnez-vous à la chaîne pour plus d'histoires sur des personnes qui ont transformé l'impossible en réalité.